Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vous propose une sélection de 10 livres à propos donc d'Alexandre le Grand et de l'histoire hellénistique. Donc, la plupart, je les ai lus et relus et j'en dispose dans ma bibliothèque personnelle. Donc, il s'agit d'une sélection d'ouvrages, on dira d'un certain niveau, plus d'un niveau universitaire que pour le grand public, sachant que la bibliographie concernant Alexandre le Grand est monstrueuse, et qu'il existe évidemment de très très nombreux ouvrages de vulgarisation. Alors, je n'ai mis qu'un seul ouvrage en anglais. Il s'agit d'un dictionnaire donc, qui est relativement facile à traduire, soit par soi-même ou soit sur Google Trad. Donc pas besoin d'un gros niveau en anglais, ce qui n'est pas le cas pour d'autres livres en anglais que je n'ai pas mentionnés. Les ouvrages sont classés par ordre chronologique de la première édition. Alors, pour le premier, comme on peut voir déjà, c'est Gustav Droysen, Histoire de l'hellénisme, donc édition Robert Laffont, dans la collection bouquins, donc on est en 2003. Alors, Johann Gustav Droysen, faut rajouter Johann, parce que Gustav tout court, c'est son fils, mais bon, on va dire Gustav Droysen, est le père fondateur de l'historiographie hellénistique, et le créateur des termes hellénistiques diadoque et épigone, qui sont évidemment devenus maintenant des termes de référence. Et il est surtout le créateur d'une approche scientifique de l'histoire antique. Alors ce volume réunit l'édition intégrale de la traduction de l'histoire de l'hellénisme, donc qui est parue entre 1883 et 1885, qui est elle-même en fait la réunion de l'histoire d'Alexandre le Grand, de l'histoire des diadoques et de l'histoire des épigones, qu'il a écrit 40 ans avant. Donc c'est des véritables monuments de la pensée historique, et c'est intéressant parce qu'ils font écho aux bouleversements nationaux du 19e siècle. Et donc, on le sait, parce que c'est quand même un ouvrage majeur et fondateur, qui offre une vision totalement renouvelée de l'histoire grecque, compris entre la période classique, qui était évidemment la plus connue, et l'avènement du christianisme. Alors à savoir d'ailleurs que l'édition donc traduite en français, l'édition de 1883, donc traduite par Boucher-Leclerc, qui est un éminent spécialiste des Séleucides d'ailleurs, est disponible en ligne, évidemment gratuitement, libre de droit, sur le site méditerranée-antique.fr. Donc si vous voulez avoir une traduction française tout à fait satisfaisante, peut-être un peu vieillotte, mais tout à fait complète, vous pouvez le trouver en ligne, évidemment, c'est libre de droit. Alors, le deuxième ouvrage, Michel Rostovtsev, Histoire économique et sociale du monde hellénistique. Donc là aussi, édition Robert Laffont, collection bouquins. On est là dans une réédition en 1989, première édition en 1941. Alors, l'historien en question est un russe blanc, un russe exilé après la révolution bolchevique. C'est un démocrate, on dirait. Il n'est pas tsariste, il est démocrate, libéral. Et donc, il fuit la Russie en 1917. Pour les États-Unis notamment, et il a étudié l'histoire économique et sociale des mondes romains, iraniens et hellénistiques, dont il reste encore maintenant un des historiens les plus reconnus. Alors c'est une véritable somme, ça fait des milliers de pages, une somme incommensurable, qui a été rééditée et réactualisée notamment au niveau de la biblio plusieurs fois, et qui continue à faire autorité. Donc il étudie certes l'Empire d'Alexandre, mais surtout les États hellénistiques, et qui correspond pour lui à une époque d'essor économique, à l'image, pour lui, du premier capitalisme. Alors, il entreprend aussi de définir les rapports entretenus entre le monde grec, la Perse et l'Égypte. Donc il parle beaucoup de commerce, de produits échangés, enfin voilà, ça fourmille de détails, c'est extrêmement, extrêmement complet. La première partie d'ailleurs pose un petit peu les jalons historiques, donc c'est pas mal aussi si on va avoir un regard sur, on va dire, la succession d'Alexandre. Alors la grande question qui se pose, c'est de savoir si cette économie hellénistique est dirigiste ou au contraire libérale. Évidemment, on peut mettre des guillemets à ce terme-là pour éviter les anachronismes. Donc voilà, ça reste une somme indépassable dans le domaine économique. Troisième ouvrage, Édouard Ville, Histoire politique du monde hellénistique, donc édition Seuil, collection Point Histoire, en 2003. Alors il faut imaginer que ça fait 650 pages, c'est écrit tout petit, pour avoir une bonne vue.
Alors, Édouardville, vraiment, enfin voilà, on peut considérer comme le plus grand spécialiste français de l'histoire politique de l'époque hellénistique. Alors, la première édition, c'est 1966, mais l'ouvrage a été réédité donc, de son vivant plusieurs fois, et une dernière édition en 2003, avec de nombreux ajouts bibliographiques. Alors, c'est extrêmement complet, très très dense, tout en étant très clair, hein, d'ailleurs, ce qui fait, bon, à mon sens, encore maintenant la meilleure étude du monde hellénistique, en tout cas la plus complète. Alors, rien que les notes de bas de page, hein, sont gigantesques. Il y a parfois des notes de bas de page qui font 3 pages, hein, donc voilà, rien que ça, c'est un régal. Donc, il traite, bon, certes, évidemment, des enjeux politiques au sein des royaumes hellénistiques, mais aussi des relations extérieures, hein, notamment avec le monde romain, des institutions d'État, bon, des guerres, bien sûr, de l'activité économique. Alors moi, je m'en suis beaucoup servi, hein, pour comprendre les débuts de la période hellénistique, hein, et les enjeux de la succession d'Alexandre. Après, on a vu la chronologie, hein, ça va donc jusqu'à la toute fin de la période, donc c'est extrêmement complet. Il parle aussi évidemment beaucoup des guerres romaines, hein, notamment des guerres de Macédoine. Donc voilà, c'est extrêmement complet, indépassable. C'est voilà, incontournable pour qui veut étudier en détail, hein, les aspects politiques, ou les conflits, les aspects diplomatiques du monde hellénistique. Alors, dans un autre style, le Paul Fort, donc Alexandre, un Fayard, 1985. Alors bon, pour l'info, l'anecdote, c'est l'ouvrage qui m'a donné le goût d'Alexandre dans ma jeunesse, hein, j'avais 20 ans. Alors cet ouvrage a été édité dans une collection très riche, hein, qui comporte de nombreuses bibliographies, on dira grand public, mais de très bonne aloi. Alors Paul Fort est un historien et surtout un archéologue, spécialiste de la civilisation minoenne, et il a participé donc à de nombreux voyages d'études, historiques, géographiques, linguistiques, hein, autour de la Méditerranée, en Asie, et il a même reconstitué donc avec ses collègues la plus grande partie de l'itinéraire des campagnes militaires d'Alexandre. Donc l'ouvrage est extrêmement précis en termes géographiques. Alors, il ne présente pas une biographie chronologique classique, mais une étude selon 7 points de vue très contrastés, hein, donc celui de l'historien, du psychologue, de l'admirateur antique, du moraliste, du théologien, du sociologue et du pragmatiste. Donc c'est pas une hagiographie, hein, qui montre voilà que les aspects positifs du règne d'Alexandre, mais on voit aussi sa part sombre, hein, voilà, donc c'est un ouvrage qui reste pour moi tout à fait intéressant. Il fait la jonction, on va dire, entre le côté grand public et le côté peut-être plus universitaire. En numéro 5, le Paul Gougoski, donc Claude Mossé, Édouardville, Le monde grec et l'Orient, le IVe siècle et l'époque hellénistique, hein, aux presses universitaires de France, dans la collection Peuple et civilisation. Donc réédition 1993, une première édition en 1975. Donc c'est un ouvrage plutôt de niveau universitaire, hein, qui était recommandé à l'époque en licence d'histoire, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Donc il est le fruit de la collaboration entre 3 des plus grands spécialistes de l'époque, hein, de l'histoire grecque, hein. Alors on a déjà cité Édouardville. Donc Paul Gougoski, pour info, il est quand même le traducteur en français de Diodore au livre 17 et 18 notamment, dans la collection Belles Lettres. Il faut voir le niveau, hein, ils sont hellénistes et en plus historiens, hein, voilà. Et Claude Mossé, donc c'est bien une historienne, bien une femme, hein, qui fait partie aussi donc de cette collaboration, et d'ailleurs elle est dans l'équipe, hein, de ce qu'on appelle l'école d'histoire ancienne française, avec les renommés Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. Alors le livre est divisé en 3 parties, hein, respectivement, donc la première qui est plutôt l'époque classique évidemment, donc 403-336, hein, donc en gros ça va de la fin de la guerre du Péloponnèse jusqu'à l'émergence de la Macédoine. Deuxième partie, donc la conquête de l'Orient, hein, par Alexandre. Et la troisième partie, l'époque hellénistique, mais là, Édouardville s'arrête à la paix d'Apamée, donc en 188, hein, il s'arrête au règne d'Antiochos III, et la conquête romaine, hein, on dira, est vue dans le tome 3. Alors, c'est intéressant parce que là, l'histoire de la civilisation, on va dire, prend plus de place que celle des événements, donc c'est pas purement l'histoire événementielle. Donc certes, l'ouvrage traite de l'histoire générale, hein, des cadres politiques, sociaux, économiques, mais aussi beaucoup de la civilisation, de la royauté en tant que telle. Alors, le livre 2, hein, consacré, on pourrait dire, à la révolution politique apportée par Alexandre, hein, constitue le pivot de l'ouvrage. Alors, le livre 3, on pourrait dire, est un résumé, en fait, de l'histoire politique du monde hellénistique d'Édouardville. Donc, si on a déjà lu cet ouvrage,
ça paraîtra peut-être un peu moins intéressant. Voilà, c'est un petit peu plus, euh, enfin voilà, plus résumé, peut-être plus clair, hein, plus synthétique. Et puis voilà, on a bien vu qu'il s'arrête à la paix d'Apamée, donc en 180 000. Donc voilà, ça reste une base pour l'étudiant helléniste. Alors, sixièmement, Valdemar Haeckel, Who's Who in the Age of Alexander the Great, au Prosopography of Alexander Empire, donc édition donc Blackwell Publishing en 2006. Alors, c'est le fruit de 30 années de travail de la part donc, de ce savant canadien, qui a déjà écrit aussi un livre sur les officiers d'Alexandre. Donc en fait, une prosopographie, c'est un dictionnaire de personnages. Donc il reprend les travaux en fait du savant allemand Helmut Berv, qui avait fait une première prosopographie donc en allemand en 1926. Et là, donc il rédige on va dire une courte notice bibliographique par ordre alphabétique de tout, j'ai dit bien de tous les personnages en contact. Donc en contact, c'est assez vague, on va dire, avec Alexandre. Donc il met de côté quand même les personnages légendaires, notamment par exemple les personnages du roman d'Alexandre, qui sont légendaires, il n'en parle pas. Alors il offre là pour le coup quand même une notice assez succincte sur Philippe II et Alexandre eux-mêmes. Et il donne aussi d'ailleurs dans chaque article des indications, donc résumées, voilà, il n'y a pas des codes, voilà, il ne va pas reprendre à chaque fois les noms complets, mais enfin voilà, par des codes, on s'y retrouve assez facilement, et il donne l'ensemble des sources antiques. Alors pour les diadoques dont la carrière est la plus connue, du style Ptolémée, Séleucos, etc., il s'arrête vers 319, donc à la mort d'Antipater. Pour les personnages donc ont connu Alexandre contemporain, mais dont la carrière évidemment court après et qui sont peut-être moins connus, ils terminent leur bibliographie vers 301, avant notre ère bien sûr, donc soit la bataille d'Issos. Alors on y trouve également un glossaire qui reprend l'ensemble des personnages, 16 arbres généalogiques tout de même, et une bibliographie très récente. Alors cet ouvrage, il est disponible en PDF, d'ailleurs, on me l'a offert, et je l'utilise, je dois le concéder, énormément pour la rédaction d'articles sur Wikipédia. Donc voilà, ça reste de l'anglais relativement facile à traduire, bon, évidemment, à l'aide de Google Trad, pour ceux qui n'ont pas un bon niveau en anglais. Alors, ouvrage suivant, Lauriane Martinez Sève, donc sous sa direction, Atlas du monde hellénistique, 336-31 avant Jésus-Christ, Pouvoir et territoire, après Alexandre le Grand. Donc, édition Autrement, collection Atlas Mémoire, donc 2014. Alors, c'est un ouvrage qui a été plusieurs fois réédité, qui comprend tout de même, malgré sa petite taille, on dira, une centaine de cartes et d'infographies de grande qualité pour retracer l'histoire de la période hellénistique. Alors, il est divisé en 3 parties. La première partie, donc, de la Méditerranée occidentale aux confins de l'Afghanistan. La deuxième partie, donc, des conquêtes d'Alexandre à l'hégémonie romaine. Et enfin, la dernière partie, une mosaïque de peuples et de territoires. Alors, les infographies, les cartes sont très précises, voilà, vraiment, c'est très, très complet. Le texte, lui, par contre, est assez succinct et se veut, on va dire, accessible au grand public. Et donc l'ouvrage a pour directrice Madame Martinez Sève, qui est professeure d'histoire grecque à l'université de Lille 3 et qui est spécialiste des Séleucides. Donc j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs ces ouvrages quand j'ai rédigé notamment les articles Wikipédia sur les Séleucides. Alors, 8e ouvrage à conseiller, Pierre Briand. Alors il fallait en choisir un parce qu'il en a écrit vraiment beaucoup, des dizaines et des dizaines sur Alexandre le Grand notamment, ou les Perses. Donc là, c'est assez étonnant. Enfin voilà, ça sort un peu des clous. C'est Alexandre, exégèse des lieux communs. Donc Gallimard, collection Folio Histoire en 2016. Alors, Pierre Briand est un des plus grands spécialistes d'Alexandre le Grand, bien sûr. Il est aussi un grand spécialiste, un des plus grands spécialistes mondiaux des Perses achéménides. C'est lui qui a remis les Perses au cœur de l'histoire d'Alexandre. Alors, j'aurais pu choisir d'autres livres, certains peut-être plus connus. Alors, cet ouvrage est intéressant parce que c'est pas un bilan des connaissances qu'on a sur Alexandre, mais plutôt une réflexion sur les manières variées, contradictoires, selon lesquelles, au cours des siècles, ont été construites ou déconstruites les images et les interprétations au sujet d'Alexandre. Donc c'est une analyse critique de sa postérité, des lieux communs aussi qu'elle a donnés, selon les époques, les lieux,
Alors ça s'ouvre, enfin ça se lit par des entrées, hein, voilà, donc on a croisade, mission civilisatrice, Sicandar, maison de Bourgogne, chute de Constantinople, même heavy metal, Napoléon, enfin voilà, donc il y a différentes entrées pour voir la postérité d'Alexandre. Donc j'ai choisi celui-là de Pierre Briand, qui est peut-être voilà, peut-être un ouvrage moins connu, moins grand public, parce que voilà, Pierre Briand a écrit énormément hein, dans différentes collections des livres qui se veulent de qualité certes, mais plutôt grand public. J'y reviendrai en conclusion sur Pierre Briand. Alors un livre plus récent, là, donc il y a trois maîtres de conférence, trois professeurs. Donc on a Philippe Clancier, Omar Coloroux et Gilles Gore. Donc les mondes hellénistiques du Nil à l'Indus, hein, donc Hachette supérieure, collection Carré Histoire en 2017. Alors d'emblée, voilà, faut le dire, hein, c'est comme une étude plutôt destinée aux étudiants, hein, aux spécialistes de la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme dit dans le titre, c'est les mondes hellénistiques. En clair, c'est tous les mondes hellénistiques, sauf la Grèce. C'est-à-dire, en clair, on met en lumière les sociétés préexistantes à la conquête gréco-macédonienne. Donc, en clair, les Anatoliens, les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, etc. Et donc, ça apporte hein, une nouvelle approche de l'histoire hellénistique en mettant, donc voilà, en avant des sources non grecques ou non latines. Alors après un tableau chronologique hein, sont abordées les questions de l'administration des territoires, de leur économie, du rôle notamment des sanctuaires, hein, des communautés locales, des aspects culturels. Donc je l'ai pas mal utilisé quand il a fallu notamment rédiger des articles sur les Séleucides. Donc c'est un ouvrage voilà qui présente un angle nouveau, intéressant, parce qu'on a parfois eu tendance à occulter les sources notamment babylonienne, donc bon, certes les sources égyptiennes peut-être un peu moins, mais voilà, ça remet au goût du jour, notamment les sources babyloniennes hein, sur Alexandre, mais enfin surtout sur la période hellénistique, hein, notamment tout ce qui concerne le royaume séleucide. Dixièmement, Olivier Battistini, donc Alexandre le Grand, un philosophe en armes, donc on est là aux éditions Ellipse, collection biographie et mythes historiques, donc c'est toute une collection voilà consacrée à de grands personnages de l'histoire. Donc on est là en 2018. Olivier donc Battistini est maître de conférences en histoire grecque à l'université de Corse. Donc c'est un peu voilà la dernière génération, on va dire, des grands historiens hellénistes français. Alors c'est pas une biographie classique, on dira. Hein, voilà, c'est plutôt une biographie qui est fondée sur les aspects philosophiques ou moraux du règne d'Alexandre. Alors c'est aussi fondé sur une nouvelle traduction des sources grecques et latines. Alors le titre reprend en fait une expression d'Onésicrite, hein, qui est un compagnon d'Alexandre, un futur historien, qui sera repris plus tard par Arrien dans l'Anabase. Et donc Battistini veut montrer l'influence des mythes homériques. Hein, l'auteur parle d'ailleurs du discours homérique de la guerre, hein, qui sera repris bien sûr par Alexandre. Et l'auteur veut aussi montrer toute l'influence d'Aristote hein, sur la pensée et l'action d'Alexandre. Donc il étudie aussi beaucoup l'influence qu'a pu avoir Philippe, Olympias ou Héphaïstion, et comme il le dit d'emblée, hein, il veut montrer qu'Alexandre est double, hein, à la fois Apollon et Dionysos. Donc voilà, c'est une biographie un petit peu originale, hein, qui n'est pas trop dans l'aspect événementiel et politique, mais plus dans l'aspect philosophique ou moral. Alors, je vais quand même très très rapidement présenter d'autres ouvrages donc consacrés à Alexandre au monde hellénistique. Alors voilà, je vais faire très très court, mais je peux citer l'ouvrage sous la direction de Catherine Grandjean, donc Le monde hellénistique, édition Armand Collin, hein, Madame Grandjean qui était d'ailleurs, il y a longtemps, 20 ans de ça, ma professeure d'histoire grecque à l'université Lille 3. Alors pour ceux qui s'intéressent plutôt à la numismatique, hein, tout ce qui est monnaie, finance, je conseille le Georges Le Reader, donc au PUF, en 2003. Alors c'est une somme, j'ai pas lu, hein, mais j'ai quelques extraits, immense, hein, voilà, c'est un gros pavé sur tous les aspects numismatiques, hein, parce qu'on a encore pas mal de découvertes de monnaie, c'est intéressant. Alors, comme on voit en illustration, je peux aussi conseiller le Pierre Briand, Alexandre le Grand, donc à la collection Que sais-je, hein, qui a été réédité de très nombreuses fois. Hein, voilà, première édition de 74, ça a été réédité jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 90. Donc, voilà, c'est un bon ouvrage parce que, bon, sur l'événementiel, on n'apprend pas grand-chose, mais enfin voilà, il pose quand même les jalons en termes politiques et notamment, c'est là où il reprend notamment l'idée en disant qu'Alexandre est le dernier des Achéménides. Hein, donc, il remet aussi au goût du jour l'héritage des Perses.
Alors voilà, j'aurais pu citer toute une suite aussi d'ouvrages de Pierre Briand, hein, que j'ai pas mal lu aussi, parce qu'il a étudié pas mal dans son jeune temps les diadoques, hein, notamment Antigone Le Borgne et Eumène de Cardia. Donc voilà, la plupart d'ailleurs sont disponibles en ligne, hein, j'en reparlerai, mais hein, les articles de Pierre Briand sont souvent, les plus anciens évidemment, disponibles libres de droit. Alors, je vais terminer quand même par un dictionnaire, hein, alors qui évidemment englobe toute l'Antiquité, comme on peut le voir, hein, au PUF, collection Quadrige, on est en 2005, alors ça fait quasiment 2500 pages, hein, donc il y a plus de 500 spécialistes hein, qui ont participé, de toute nationalité, hein, qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage, hein, avec plus de 2500 pages, 3200 articles, imaginez, hein, donc qui couvre la période allant du 4e millénaire, hein, donc on est voilà la proto-histoire, on dira jusqu'au milieu du 6e siècle après Jésus-Christ, en gros la période de Justinien. Alors ça présente certes les grands personnages, mais aussi des notions plus complexes, on dira, hein, des notions donc voilà essentielles pour l'étudiant en Antiquité. Voilà, donc j'ai utilisé sans trop abuser non plus hein, pour la rédaction d'articles sur Wikipédia. Enfin voilà, ça reste un ouvrage très intéressant parce que il aborde surtout les notions. Hein, je vous dis pour les personnages, voilà, on n'apprend pas grand-chose, c'est assez bref. Par contre, pour des notions, pour des termes, voilà, ça reste tout à fait de bonne aloi. Alors pour terminer, je vais évoquer des sites internet. Alors l'avantage évidemment, c'est que la plupart des grands auteurs antiques, hein, Diodore, Plutarque, Arien, etc., sont libres de droit, donc on peut les trouver sur internet. Alors il y a un site qui centralise tout, hein, c'est le site de Philippe Rémacle, hein, donc rémacle.org. C'est un latiniste helléniste belge aujourd'hui décédé, hein, mais c'est visiblement ses héritiers, enfin ses enfants mettent toujours à jour le site, hein, donc Rémacle, comme ça se prononce, hein, avec un S, pardon, avec un C, hein, Rémacle. Donc le site compile des traductions des grands auteurs latins et grecs, mais aussi d'ailleurs d'autres origines. Alors, les traductions sont libres de droit, certes, hein. Bon, le site est parfois pas très bien classé, mais on a vite fait de s'y retrouver, limite en passant par Google, ça va plus vite. Alors voilà, c'est des traductions libres de droit, comme on peut voir ici, les couvertures, hein, elles datent du 19e siècle, donc elles sont intéressantes, correctes en termes grammaticaux, mais parfois un petit peu vieillottes hein, dans le français. Donc voilà, à réécrire peut-être dans un français plus moderne. Voilà, donc en tout cas, il y a même des codes hein, de Wikipédia qui renvoient directement au site Rémacle, hein, ce qui prouve quand même son sérieux. Alors un autre site aussi, c'est percé.fr. Alors lui qui offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications scientifiques très récentes, donc des revues, des livres, des actes de colloques, voire même aussi des sources primaires. Donc là voilà, la plupart des articles sont disponibles en PDF, mais on peut aussi les transformer en format texte pour mieux les copier-coller, bon, évidemment pour les retraduire, on va pas faire des vieux copier-coller évidemment, hein, mais bon. Voilà, donc le site est très bien fait, très complet, c'est là où on trouve vraiment toute une mine, voilà, je vous dis, d'actes de colloques, de revues, voilà, enfin moi quoi, je pense que je faisais mon mémoire de maîtrise il y a 20 ans avec encore des petites fiches en carton, hein, voilà, donc j'ai pas connu tout ça, mais bon, en tout cas pour l'étudiant de maintenant, c'est vraiment un must, hein, percé.fr, hein, toutes les publications universitaires libres de droit. Et je terminerai donc par un autre site, antiqueforever.com. Alors c'est le site visiblement d'une passion d'une vie, hein, alors l'auteur est décédé en 2016, hein, le site n'est plus mis à jour, hein, mais voilà, c'est très 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 complet, hein, on sent quand même que c'est la passion d'une vie, sur un grand nombre de civilisations de l'Antiquité, notamment évidemment dans l'Antiquité grecque. Alors il y a quelques erreurs voilà, dans la typographie, dans la syntaxe parfois, dans les transcriptions aussi, donc on sent qu'il est vraiment passionné, qu'il a beaucoup lu, qu'il a une solide culture, mais voilà, bon, des petites coquilles, bon c'est du détail, mais voilà, bon, ça a son importance, notamment à l'université, ben, pas tout ce qui est transcription des noms, les majuscules, la typographie, la façon de présenter les dates, enfin voilà, parfois quelques petites coquilles, mais ça reste très très complet, et même certains articles sont plus complets que Wikipédia. Mais alors voilà, moi je me suis jamais, enfin voilà, je me suis toujours efforcé quand je rédigeais sur Wikipédia de ne jamais utiliser vraiment ce site. Voilà, pour pas m'accuser de le copier. Donc voilà, peut-être j'utilisais pour une phrase, un mot, mais bon, voilà. Mais en tout cas, en parallèle de Wikipédia, il est pas mal parce que je vous dis, il est plus complet sur certains thèmes d'histoire grecque notamment. Bon, je vais pas regarder pour l'histoire romaine. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile et intéressé, et je vous dis à bientôt.